Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce webinaire. Et donc pour démarrer, nous vous proposons le programme suivant. Donc Florian nous donnera quelques éclairages d'introduction. On vous propose 4 parties ce matin sur ces enjeux de la transmission. Tout d'abord, vous redonnez quelques éclairages sur les missions et les accompagnements de la Chambre. Ensuite, nous partagerons les chiffres clés qui sont toujours attendus là en cette période. Nous ferons un zoom aussi sur une approche qualitative des cédants et des repreneurs avec une approche un peu sociologique. Et puis, une dernière partie sur les axes de transmissibilité. Donc, voilà ce qui est au programme. Et pour démarrer, Florian, on te laisse nous donner quelques éléments. Oui, donc bonjour à tous, Florian Salmon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis agriculteur dans le pays de Fougères et donc je suis élu à la Chambre pour un deuxième mandat puisqu'on a été réélu en début d'année et donc producteur de lait, du porc à l'engraissement et un petit peu de céréales et je suis en lien avec le territoire de Fougères puisque je suis responsable sur ce territoire-là et qui fait la relation entre les élus et la Chambre, quoi. Donc, merci de votre participation à ce webinaire, hein, cette continuité, puisqu'il en a déjà été fait auparavant. Comme vous le savez, là, il y a déjà eu un point installation qui a été fait pour montrer les grandes lignes et l'importance de l'installation. Mais voilà, l'installation, c'est également, pour que ça réussisse, c'est la transmission avec. Et c'est une préparation des cédants à la transmission et rentrer dans cette philosophie de vouloir transmettre les exploitations. Donc, aujourd'hui, vous savez que l'installation, c'est un gros point, mais enfin, la transmission, c'est une des priorités. Il y a un micro qui doit être ouvert quelque part. Si quelqu'un peut fermer son micro. Merci. À moins que c'est le mien qui fait écho, je ne sais pas. Là, c'est mieux. Et donc, comme je le disais, l'installation, c'est une des priorités et la priorité des chambres d'agriculture. Et donc, aujourd'hui, si on veut de l'installation, que ça fonctionne bien, il faut aussi de la transmission. Donc, c'est pour ça qu'on met l'accent toujours sur ces webinaires pour pouvoir vous informer, vous tenir informé de nos différents enjeux, donc sur l'installation, transmission, sur notamment garder la continuité de nos élevages et de nos sièges d'exploitation sur nos territoires, parce que pour nous, c'est clairement important d'essayer de maintenir l'élevage sur nos territoires pour avoir des territoires toujours plus vivants. Donc voilà, vous pouvez relayer tout ce qui est fait au niveau de la Chambre d'agriculture, hein, que ce soit au niveau du PAIT, du RDI, toutes ces choses-là, toutes les actions qui vont vous être encore présentées. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous les relayiez autour de vous, savoir que ça existe et on n'est pas là pour multiplier les actions, hein, quand on sait que les budgets sont toujours en baisse partout. Ce qu'on souhaite, c'est que la Chambre connaît très bien le travail de l'installation et de la transmission. Et c'est important pour nous que vous le relayiez et qu'on ne fasse pas deux fois le travail, mais qu'on soit bien complémentaire sur les choses. Donc voilà, vous allez avoir une présentation sur les différentes expérimentations qui sont aussi aujourd'hui sur la transmission pour faire évoluer les structures, hein, sur les aspects fonciers. Voilà, c'est toute l'importance de ce webinaire qui va être transmis. Et voilà, l'importance de dialoguer entre agriculture, entre élus politiques, entre élus de territoire. Et voilà, donc pour que ce soit tout le monde pour que ça aille dans le bon sens, c'est important que tout le monde soit bien connecté dans le même sens. Donc voilà, j'en dirai pas plus, je laisserai nos techniciens vous exprimer les choses. Et s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Et même si on ne peut pas forcément répondre à tout toujours, on fera ce qu'il faut pour revenir vers vous. Voilà. Donc, mais là, vous avez quand même des gens très compétents qui vont vous expliquer les choses. Voilà, à tout à l'heure. Merci Florian. Donc c'est Christophe Alani qui démarre. Oui, bonjour. Donc Christophe Alanick, donc responsable de l'équipe transmission au niveau de la Chambre d'agriculture, donc avec 9 conseillers et 2 assistantes, hein. Donc voilà, moi je vous présente un petit peu les accompagnements là, donc de la Chambre avec un distinguo, hein, entre ce qu'on fait en termes de prestations et puis de missions de service public. Alors, tout d'abord, voilà les missions de service public avec le point accueil transmission, qui est un contact téléphonique, hein, pour les cédants. Donc, vous voyez le logo avec le numéro de téléphone, hein, qui est adossé. Donc là, c'est la première question, hein, qu'ont les cédants, hein, sur leur arrêt d'activité,
leur droit à leur retraite et aussi sur la transmission d'exploitation, quoi. Donc, on est un petit peu sur l'émergence de la stratégie de transmission. Donc, donc le point accueil transmission est censé voilà, orienter vers le bon interlocuteur hein, pour pouvoir avancer. Ensuite, donc, on a aussi donc, l'animation du réseau installation transmission, parce que voilà, il y a un réseau hein, de partenaires bretons hein, sur la transmission, l'installation et le renouvellement des générations. Donc, réseau qui a signé une nouvelle charte, hein, donc le 7 novembre 2024, hein, avec 6 ambitions. Hein, donc voilà, donc c'est favoriser l'installation, anticiper les démarches, hein, privilégier la valeur économique. On y revient tout à l'heure un petit peu sur qu'est-ce que la valeur d'une exploitation. Professionnaliser aussi l'accompagnement, permettre la pluralité des projets et intégrer également les transitions. Alors, vous avez vu tous les logos qui sont sur votre droite, là. Bon, effectivement, il y a tous les centres comptables, les banques, la MSA, la SAFER, les syndicats, et également la région et l'État. Moi, j'en oublie d'autres encore, avec les CUMA et les GDS notamment. Et donc, tout ce réseau-là bon, est censé voilà, avoir un accompagnement, on va dire, entre guillemets, éthique hein, de l'installation de transmission. Donc, voilà, donc il y a un engagement quand même moral aussi à bien accompagner. Donc, voilà. Autre mission de service public, évidemment, c'est le repérage, l'information et la sensibilisation. Donc, voilà, on peut faire aussi des opérations de repérage, le dispositif DICA, les forums de transmission, des sessions Demain je transmets. Focus un petit peu sur la quinzaine d'installations de transmission. Donc, c'est un forum qui a lieu. Alors, depuis 2 ans maintenant, on fait un événement par département. Vous voyez les dates 2025 qui sont en dessous. Là. Donc, bon, avec le Covid, on s'était un petit peu arrêté, mais là, maintenant, on revient en proximité. Donc, avec toujours beaucoup de monde à ces événements. Là. Donc, et puis des échanges très intéressants. Et le repérage aussi des cédants via les DICA, donc en partenariat avec la MSA. Donc, c'est les déclarations d'intention de la cessation d'activité agricole. Donc voilà, on envoie un formulaire donc, en amont du départ en retraite hein, pour voir un petit peu s'il y a un repreneur, si la réflexion a été entamée. Et donc voilà, ça donne une petite carotte un petit peu pour pouvoir prolonger un petit peu après son activité, le temps de faire la démarche et de bénéficier de la retraite. Hein. Donc voilà. Donc là, on était un petit peu sur 2 années blanches hein, avec la réforme de la retraite, hein, justement, de l'âge de départ à la retraite, hein, que les agriculteurs sont aussi concernés. Donc, pour être vraiment dans le bon pas de temps, donc voilà, on va relancer ça donc, dès cette année. Voilà. Il y a également donc, des visites transmission, hein, donc voilà, visites personnalisées et gratuites hein, pour les exploitants, donc voilà, qui sont financées donc, par AITA et puis aussi certaines EPCI. Donc là, c'est la première approche, on va dire, c'est faire un point sur l'avancement du projet de transmission, une analyse des atouts faiblesses de l'outil, et puis proposer déjà un plan d'action. Donc déjà, avoir quand même une rencontre dynamique, en fait, hein, pas juste partir sur un diagnostic, mais aussi des choses à faire pour la suite. Informer aussi sur la transmission et sur les démarches, hein, et les outils d'aide à la transmission, les partenaires aussi concernés, hein, donc justement faire activer le réseau que je vous ai présenté en amont, pour justement se donner toutes les cartes hein, pour réussir sa transmission en faveur de l'installation. Et puis aussi informer sur les attentes des repreneurs, parce qu'on va le voir un peu plus loin, mais c'est vrai que notre équipe transmission gère aussi les candidats donc, via le RDI, donc, qui met en ligne en fait les offres des cédants. Quand ils sont prêts, voilà, donc ça y est, je veux vendre, je veux trouver quelqu'un, et ben je mets mon offre, hein, je communique là-dessus. Donc, entre autres, hein, justement, le RDI, répertoire départ installation. On met en ligne donc, son offre. Et puis aussi, nous, de notre côté, les conseillers de transmission vont recevoir donc, les candidats à l'installation en recharge d'exploitation. Et donc, oui, non, c'était un. Bon, je continue. Et donc, et on va aussi gérer la mise en relation. C'est-à-dire que, voilà, on va faire un premier filtre, hein, donc, qui est très léger, hein, mais voilà, pour que personne ne perde son temps, hein, donc, que ce soit les candidats ou les cédants, donc on va les mettre en relation, donc, pour que ça puisse commencer à négocier, à discuter un petit peu de est-ce que c'est bien la ferme que je veux reprendre, est-ce que c'est bien le porteur de projet que j'ai envie de voir sur mon exploitation, donc voilà, est-ce qu'il me présente bien son projet, est-ce que ça va le faire. Et donc pour cela, on a un site internet hein, et puis une page Facebook aussi pour communiquer donc sur via l'outil des réseaux sociaux hein, sur la vente de l'exploitation sur l'annonce. Donc, outre les missions de service public, nous avons aussi forcément des offres d'accompagnement, de prestations, formation.
Donc, il y a une offre de formation assez large, hein, donc, préparer sa retraite, gérer la transmission de son exploitation, les aspects fiscaux, sociaux. On va apprendre à évaluer aussi son exploitation, qu'est-ce qu'on met derrière tout ça. Appréhender les règles juridiques et les impacts sur la transmission. Et aussi de trouver un repreneur. Donc, il faut être formé à ça aussi. Trouver un repreneur, des fois, les agriculteurs ne sont pas forcément formés à trouver quelqu'un pour les remplacer. Donc, ils ont appris beaucoup de choses en termes de formation ou même à l'école avant, mais ils n'ont pas besoin de formation là-dessus. Ensuite, donc, nous avons aussi dans le cadre de prestations l'audit transmission. Donc, c'est analyser la transmissibilité de l'exploitation, les scénarios de transmission possibles, hein, voir un petit peu qu'est-ce qui s'offre à eux, et également l'évaluation d'entreprise. Donc, analyser les biens à transmettre, appréhender le potentiel économique, proposer une valeur d'entreprise en combinant valeur patrimoniale et valeur économique. C'est là que le distinguo va souvent être fait, hein, sur l'évaluation d'entreprise. Le cédant va avoir une valeur patrimoniale, donc en additionnant les biens qu'il a sur son exploitation, alors que le porteur de projet, lui, va avoir une dimension, une valeur économique, hein, c'est-à-dire est-ce que je peux rembourser les annuités en faisant un emprunt sur l'exploitation pour la reprise. Et tout cela, donc vous avez vu qu'il y a entre les deux, c'est agri-transmission. Donc on va y revenir un peu juste après, là, mais la région accompagne, hein, donc en offrant une aide, hein, de 1 000 € par exploitation, là, pour réaliser cet audit et cette évaluation. Autre prestation d'accompagnement, donc ça c'est des nouveautés que nous avons là au sein du réseau Chambre d'agriculture. C'est la préparation pour accueillir les porteurs de projets, hein, donc notamment la préparation aux entretiens téléphoniques et aux visites de candidats. Voilà, accueillir un porteur de projet qui est issu d'une génération souvent différente, et ben ça se prépare. Pour ne pas tout louper dès le premier rendez-vous, eh bien, faut se préparer à ça. Il y a également la rédaction d'un dossier de présentation de l'exploitation à donner au candidat, c'est-à-dire que quand le porteur de projet part de l'exploitation après sa visite, il part avec un fascicule, hein, qui lui montre un petit peu les données de l'exploitation, ce que le cédant a envie de mettre en avant. L'accompagnement aussi lors de la visite du candidat sur l'exploitation, donc le cédant peut être accompagné, hein, donc pour savoir communiquer avec le porteur de projet, de savoir avoir le bon argumentaire pour justement pouvoir bien mettre en avant son site. Et ensuite, une fois qu'il a trouvé le candidat, on l'accompagne aussi dans les démarches, hein, dans ces démarches de transmission. Donc, souvent, les cédants nous disent que le parcours à l'installation, voilà, il était bien, mais le parcours transmission, il n'est pas neutre non plus, il faut bien s'y préparer. Et au niveau juridique, on accompagne jusqu'au bout, hein, en établissant des protocoles de cession mobilière et immobilière. Pour une fois la négociation est finie, eh ben on fige. Donc voilà, donc pour récapituler, donc voilà, en formation, donc financement Vivea, hein, donc qui permet de préparer à cette étape complexe. Donc voilà, vous avez toute la liste, hein, voilà, des formations, donc notamment anticiper son projet de transmission, anticiper le départ d'un associé. Et donc en 2024, hein, nous avons formé donc 136 stagiaires. Hein, donc voilà, on est comme numéro 1 sur la formation des cédants au niveau breton. Hein, donc voilà, on est assez fiers de ça. Puis on a quand même une satisfaction à 100% comme des stagiaires qui sont venus. Le plus dur, c'est de les faire venir. Hein, voilà, donc le recrutement, c'est un enjeu lors de ces formations, parce que le Vivea, je vous le rappelle, les agriculteurs cotisent à Vivea, donc c'est presque un dû qu'ils ont d'être formés via Vivea. Et ensuite, niveau prestations, donc on a notre pack transmission, hein, donc voilà, donc qui rentre dans le cadre du processus agri-transmission de la région. Donc là, nous sommes 13 organismes labellisés, donc en Bretagne, hein, donc il y a des centres comptables, des groupements. Et donc là, on fait une approche globale, hein, donc on va focaliser un petit peu sur la valeur de l'exploitation en ayant une démarche très pédagogique envers le cédant, c'est-à-dire comment le porteur de projet va raisonner et comment tu raisonnes et comment vous allez pouvoir vous rejoindre. Hein. Donc voilà, c'est vraiment très pédagogique. Hein. Le but, c'est pas de sortir juste un chiffre comme ça qui va être mis sur le coin de la table. C'est vraiment que le cédant comprenne ces chiffres, hein, et comment ça a été construit. Voilà, nous avons réalisé 50 packs, hein, donc en 2024. Hein, donc, puis c'est toute production, toute filière. Hein, donc on ne se restreint pas à des petits périmètres. Hein, tout le monde est concerné. Voilà. Ensuite. Et voilà. Donc, et pour résumer, tous nos accompagnements donc, sur cette frise. Voilà, en numéro 1, le premier contact, hein, donc, ce qui est le point accueil-transmission, premier échange. Ensuite, donc, on va sur place, hein, donc échange d'informations, écoute, aide à la réflexion, mise en place déjà d'un plan d'action. Ensuite, pour aller plus loin, l'approfondissement via notre pack transmission avec l'évaluation et l'agri-transmission. Ensuite, la rédaction de l'offre sur le RDI.
publication sur le RDI, puis mise en avant de l'offre. Hein, voilà, ça y est, c'est parti, on a donné le go, on se lance. La mise en relation avec les candidats, donc on a notre base de données candidats, les candidats qui nous appellent aussi, ben voilà, j'ai vu cette offre sur le RDI, ça m'intéresse. Donc là, on va déjà lui dire, ben, c'est pour toi, on va te mettre en relation. Par contre, autrement, on s'accorde le droit de dire aussi, ben non, c'est pas forcément l'exploitation que tu recherches. C'est peut-être une perte de temps. Et ensuite, ben, de la rencontre cédant candidat au protocole, hein, donc tous les accompagnements que je vous ai précisés un petit peu avant, et ben voilà, on accompagne hein, donc sur de l'accompagnement personnalisé pour justement que sur des petits détails que vraiment la transaction et la transmission se fassent. Voilà, il n'est pas rare des fois de voir des transmissions qui échouent pour des petits détails. Voilà, j'ai coutume de dire que on discute de la cerise, mais on voit pas le gâteau en fait. Hein, donc voilà, c'est pour éviter ça aussi que nous mettons en place ces accompagnements. Et dans la post-négociation, voilà, la négociation est aboutie, c'est fait, l'exploitation, enfin la transmission va se faire. Et il y a des stages de parrainage qui permettent de faire la transmission du savoir, hein, c'est-à-dire que le porteur de projet va passer jusqu'à 6 mois sur l'exploitation avec le cédant pour que le cédant puisse lui transmettre voilà, comment il travaille sur son exploitation, les relations avec les voisins, les relations avec les propriétaires. Donc voilà, pour que l'installation se réussisse bien. Donc voilà, ce sont des choses qui marchent très bien. Non. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, des réponses. Ouais, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat où là, il y a une petite séquence possible. Hein. Je vous redis juste que les prochaines parties, ce sera donc les chiffres clés de la transmission, pardon. Ensuite, le zoom sur une approche qualitative des cédants avec une approche plutôt sociologique. Et ensuite, la dernière partie sur les axes de transmissibilité. Là, on a vraiment tout le panorama voilà, de l'accompagnement que nous réalisons. Donc, c'est vrai que voilà, faut vraiment partir d'un premier échange hein, pour arriver au bout. Enfin, le temps est assez long entre l'étape 1 et l'étape 7, hein, mais il faut prendre le temps aussi de bien faire. Hein. Donc, on voit bien que les transmissions précipitées sont pas forcément les meilleures. Hein. Donc, il peut y avoir aussi beaucoup après coup, il peut y avoir beaucoup un petit peu de pensée, un petit peu de dire mince, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Enfin voilà, donc mais là, alors que là, quand c'est bien préparé, quand même, on a des cédants qui sont satisfaits, puis des porteurs de projets aussi satisfaits, hein, parce que quand le cédant il est clair et quand il présente bien son exploitation, derrière, le porteur de projet il est prêt aussi à s'installer, donc ça va bien. Il n'y a pas de questions? Ouais. Vas-y, Marie-Isabelle, on te laisse poursuivre sur les chiffres. Peut-être pour compléter, vous avez peut-être entendu qu'il y avait une nouvelle loi d'orientation agricole qui allait se mettre en place. Alors, ça va impacter effectivement le point accueil, installation, transmission, puisque voilà, cette porte d'entrée en agriculture, à la fois pour les cédants et pour les porteurs de projets, devient définitivement une mission de service public des chambres avec France Service Agriculture. Donc, on va être amené en 2027 finalement à réaffirmer ces points accueil transmission dans les chambres d'agriculture et retravailler les partenariats. Donc, la volonté bretonne, hein, c'est de pouvoir maintenir en tout cas les partenariats qui sont riches en Bretagne et du coup de réaffirmer. Alors, le RDI va sans doute changer de nom et il va être modernisé, et ce qu'on attend depuis longtemps. Mais en tout cas, on est plutôt sur une continuité et puis de réaffirmer effectivement ces dispositifs pour favoriser le renouvellement des générations, avec sans doute d'autres dispositifs qui vont le compléter. On va y travailler en fin d'année et l'année prochaine, puisque là, la loi elle vient de sortir, les décrets sont en cours d'écriture. Mais en tout cas, on sera plutôt sur renforcer et conforter des outils existants. Donc, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions dans le chat, donc on te laisse, Marie-Isabelle, sur les chiffres clés. Donc, quelques chiffres clés sur la transmission. Alors, on avait déjà, lors du webinaire dernier, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, du coup, effectivement, il est encore disponible à la fois le support et le webinaire. Il valorise bien, des éléments qui sont dans la plaquette chiffres clés qui est aussi à disposition, que je vous remettrai dans le chat, qui reprend un peu ces informations. C'est une mission de service public, hein, l'Observatoire, et on le partage avec vous chaque année et avec l'ensemble des acteurs. Donc, une première chose, hein, c'est la dynamique de renouvellement en Bretagne. Donc, c'est un petit peu complexe comme schéma. En bleu, ce sont les départs. On est à peu près à 2000 départs par an. En orange, ce sont les entrées. Donc, ce sont les données MSA.
Donc, on est à un petit 1000. Donc, 1000 entrées, 2000 départs. On est à peu près à une installation pour 2 départs. Et quand on regarde les moins de 40 ans, eh bien, on est à 652 et les moins de 40 ans aidés, c'est-à-dire qui ont aussi la capacité professionnelle, qui ont fait le dispositif et qui ont un projet viable et vivable à 4 ans et qui ont fait l'étude prévisionnelle d'installation qui montre ces éléments de durabilité, de viabilité, eh bien, on est à 432. Donc voilà, on a un peu un panorama. Vous voyez que c'est relativement stable depuis quelques années avec une installation pour 2 départs. Pour autant, hein, c'est ce que disait Florian en amont, on est loin d'être satisfait de cette dynamique, d'où tous ces outils, d'où ce webinaire, d'où pas mal d'actions qu'on met en place pour essayer d'améliorer ce renouvellement des générations, puisqu'on continue à perdre des sièges, on continue à perdre des agriculteurs. Même si aujourd'hui le nombre de salariés augmente, notre volonté, c'est d'avoir quand même une agriculture nombreuse avec beaucoup de chefs d'entreprise agricoles épanouis. D'où voilà, ce travail à la fois sur l'attractivité des métiers et sur la transmissibilité des fermes. Donc, s'il y a des questions par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Ces données, on sait qu'elles sont intéressantes à l'échelle des EPCI et c'est vrai qu'avec la MSA, on n'a pas le détail par EPCI, mais on a quand même des données qui sont dans les profils de territoire qui sont disponibles au niveau de vos chargés d'animation territoriaux. Donc, s'il y a des questions spécifiques, n'hésitez pas, soit dans le chat, soit à l'occasion de ce webinaire, de nous réinterroger. Mais en tout cas, on a quand même des données qui sont disponibles, notamment pour vos diagnostics et vos stratégies territoriales. Alors cette dynamique de renouvellement, elle est différente en fonction des filières. Donc là, on a mis 4 grandes filières qui sont très présentes en Bretagne. Et vous voyez qu'en lait, on est à 28% de taux de remplacement, entrée sur sortie, donc pratiquement 1 sur 4. Plutôt 1 sur 3 en porc, plutôt 1 sur 2 en volaille. Donc voilà, on est plutôt en élevage en difficulté, avec des questions d'attractivité de l'élevage, et de reprenabilité de l'élevage qui posent question. Et puis, par contre, en maraîchage, on est plutôt avec des taux assez intéressants. Donc, on n'a pas mis les légumes. On est bien sur du maraîchage qui est plutôt, en général, vente directe bio. Donc là, on a plutôt une augmentation des projets d'installation avec plutôt, du coup, un taux de remplacement qui est plutôt favorable. Après, on a d'autres données, c'est le vieillissement de la population, donc effectivement qui interroge aussi, puisqu'il y a beaucoup de départs à venir, ce qui fait aussi des enjeux du renouvellement. Et puis le taux d'installation aidée, donc il est assez important en Bretagne et notamment en élevage. On a 76% des installations de moins de 40 ans qui sont aidées, ce qui est un peu moins vrai sur d'autres productions, des productions volailles qui sont un peu plus intégrées et qui demandent parfois moins les aides. Le maraîchage, où on peut avoir aussi des installations progressives et qui sont aidées à partir du moment où le revenu est suffisant et qui commencent cotisant solidaire, par exemple, avec des stratégies qui peuvent être différentes. Et puis le taux de départ avant 55 ans, c'est-à-dire des départs qu'on appelle précoces, donc finalement pas si important que ça et relativement stable pour la filière élevage, et un peu plus important pour le maraîchage, où on se rend compte que c'est parfois une période d'activité, mais pas forcément avec des départs importants avant l'âge de la retraite. Donc, point accueil, transmission, c'est ce que vous a présenté, et RDI, c'est ce que vous a présenté Christophe tout à l'heure, donc je vais l'illustrer un petit peu en chiffres clés. Donc, le point accueil transmission, eh bien, ce sont 1000 agriculteurs qui nous appellent chaque année. C'est relativement stable depuis la création du point accueil transmission, il y a une dizaine d'années. Donc, 1000 cédants, futurs cédants, quel que soit leur âge. On a vraiment des appels à tout âge qui nous appellent chaque année et pour avoir des informations sur la transmission avec ce que vous a présenté comme Christophe tout à l'heure. Parmi ces 1000, donc je vous rappelle qu'il y a 2000 départs, donc il y a à peu près 1 sur 2 qui appellent le point accueil transmission. Certains, sans doute, n'en ont peut-être pas besoin ou trouvent d'autres moyens, notamment ceux qui organisent la transmission de père en fils ou dans le cadre familial qui ont peut-être moins besoin d'accompagnement. En tout cas, 1000 contacts, 500 visites de futurs cédants. Et on a eu, vous voyez, là, c'est la courbe du coup du stock qu'on regarde chaque année en fin d'année à la même date. Le stock de ferme sur répertoireinstallation.com, donc je dirais qu'à peu près à l'heure où je vous parle, il y a 450 offres à reprendre sur la Bretagne. Donc ça peut être intéressant que vous connaissiez les offres sur votre territoire pour pouvoir relayer
parce que c'est vrai qu'il y a des recherches de foncier, mais il y a aussi des offres de foncier non pourvues, et on cherche aussi à faire de l'attractivité sur ces offres, et c'est aussi votre attractivité territoriale qui peut donner envie à des personnes qui ne sont pas forcément issues du milieu agricole ou du territoire de venir sur votre territoire. Donc, c'est vrai que là-dessus, la promotion des offres, on peut aussi la faire ensemble. Et 167 cette année en particulier. Donc, vous voyez qu'il y a une petite diminution des nouvelles demandes de cédants. Alors, soit parce qu'ils prolongent leur activité, la conjoncture sur certaines filières n'est pas trop mauvaise et ils prolongent, soit aussi parce qu'ils passent par d'autres structures. Sachant qu'en tant que mission de service public, on n'a pas du tout de contrat d'exclusivité et nous, on conseille plutôt de multiplier les démarches pour trouver un porteur de projet. Donc voilà, répertoireinstallation.com, c'est plus de 425 000 consultations en 2024, donc c'est un site qui permet de bien communiquer, sachant qu'on multiplie les méthodes de communication en passant aussi par la presse ou par d'autres réseaux. Donc sur le répertoire départ installation en particulier, sur ces nouvelles offres, vous voyez les productions. Donc on a évidemment une majorité de production laitière, mais pas seulement, on a vraiment tout type d'offres. Et compte tenu des demandes, notamment sur des projets plus petits, sur des petits fonciers, on a pas mal de démarches de communication pour avoir vraiment une diversité d'offres qui correspondent vraiment à la diversité des demandes des porteurs de projets. Et pour essayer de réussir finalement la rencontre entre l'offre et la demande. On en a assez peu en recherche d'associés, c'est quelque chose aussi qui est possible. On a un tiers à peu près d'offres en agriculture biologique, une petite moitié avec un habitat disponible. Donc la question de l'habitat, c'est aussi des questions qui reviennent vers vous sur l'accueil des porteurs de projets. Et puis des offres de projets à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire qui peuvent servir à des projets de création. C'est-à-dire c'est plutôt des fonciers dans des bassins de production, on est à 23%. Donc ça, c'est le genre d'offre qui est très demandé par les porteurs de projets. Donc voilà un petit peu pour les offres du répertoire. Sur les candidats, il y a eu 400 nouveaux candidats inscrits en 2024. Donc c'est à peu près 20% des demandes du point accueil installation qui sont des recherches de foncier et qui sont orientées soit vers le RDI, soit vers un ensemble d'organismes qui travaillent sur la recherche de foncier. Donc ça peut être la SAFER ou Terre de Liens ou vous-même en fonction des demandes des candidats. Et vous voyez qu'on a un profil de personnes assez diversifiées, un peu plus âgées que l'âge de l'installation, puisqu'on est aussi sur des installations par définition hors cadre familial ou de personnes en reconversion professionnelle. 32% de femmes, 34% sont originaires d'origine agricole, donc les 2 tiers ne sont pas d'origine agricole, plutôt des projets en installation individuelle, un tiers à peu près recherche en agriculture biologique. Et même s'ils sont majoritairement de la Bretagne, on a un quart à peu près qui vient d'autres régions, voire d'autres pays. Et là, vous avez les productions recherchées. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait 36% en lait, 24%. On a effectivement des recherches très diversifiées sur tous les secteurs de production. Et c'est un petit peu la difficulté aussi de l'offre et la demande, mais c'est aussi le travail qui est fait en termes d'attractivité de communication et de travail sur le repérage pour éventuellement aussi changer de destination certains outils. Donc, ce travail permet une centaine d'installations chaque année grâce au RDI, qu'ils soient aidés ou non, quel que soit l'âge, quel que soit le système, 30% d'agriculture biologique. Et vous voyez, sur une diversité, ça reste assez laitier malgré tout. Mais 12% en maraîchage, 18% en volaille, on a un petit peu toutes les productions. Donc voilà pour quelques chiffres clés. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a une question dans le chat, Marie-Isabelle, sur le devenir des fermes qui ne sont pas reprises au sens, je pense, de l'installation. Je pense que la question était autour de ça. Donc, que deviennent les exploitations non reprises ? À la fois peut-être le foncier et puis l'habitat ou le bâtiment. Le foncier, il est toujours repris. Et puis, je laisserai peut-être Christophe et Florian si vous voulez compléter. Le foncier est toujours repris, souvent à l'agrandissement. C'est aussi la difficulté parfois d'avoir des fermes où finalement les bâtiments ne sont pas repris. Et ça peut occasionner un certain nombre de friches ou d'abandon de sites sur certains territoires. Nous, notre travail, c'est vraiment
d'essayer de lutter contre cet agrandissement. On ne dit pas qu'il n'y a pas besoin de confortation par moment, et parfois, d'ailleurs, on a des installations confortation, et parfois c'est nécessaire. Mais en tout cas, notre travail, c'est justement de travailler suffisamment en amont pour qu'on améliore ce taux de transformation. Et parfois, en travaillant sur des fermes qui sont difficiles à reprendre en l'état, on peut trouver des solutions, soit sur des productions différentes, soit en réinterrogeant le système pour lui trouver de la rentabilité, soit, et c'est la dernière partie de notre exposé, en améliorant le parcellaire et en profitant de faire de l'aménagement parcellaire pour éviter effectivement d'avoir cette déstructuration finalement de ferme au moment de la transmission. Mais bon, la réponse, c'est que ça part plutôt prioritairement à l'agrandissement. Il y a une deuxième situation aussi où le cédant continue, quoi. Le cédant continue parce que Oui. voilà, il n'a pas forcément des fois le choix non plus, ou voilà, donc il ne peut pas. Souvent, c'est le foncier en fait. S'il maîtrise son foncier, c'est plus facile que s'il le maîtrise pas. S'il le maîtrise pas, c'est-à-dire que s'il a des propriétaires, des fois il doit continuer pour maintenir une valeur à son exploitation. Autrement, elle est toute détricotée son exploitation. Donc il y a des situations vraiment pas très faciles quand même des fois. Donc voilà, donc c'est agrandissement ou continuation. Donc Et on a toujours régulièrement un petit peu de foncier qui sort de l'agriculture. Ça sera sans doute de moins en moins le cas, mais c'est encore un peu le cas, soit vers du loisir, soit vers de l'urbanisation. Il y a une autre question aussi dans le chat en lien avec les enjeux qualité d'eau, là. Comment on a sans doute des producteurs d'eau là qui sont avec nous à la visio ce matin sur la gestion des espaces qui sont sur des périmètres de protection de captage d'eau là notamment avec des contextes du coup particuliers. Comment nous on accompagne ces situations-là. C'est certainement au moment des visites transmission où dans le contexte global de l'exploitation est signifié le fait que effectivement il y a parfois des périmètres de protection avec des pratiques à respecter, quoi. Mais je vous laisse, Christophe. Oui, là c'est un cas précis, bien entendu. Hein. Donc là, on accompagne dans deux ordres parce qu'on parle aujourd'hui de transmission, mais forcément on est obligé de parler d'installation également. Là, dans la transmission, on va forcément évoquer ce sujet et le traiter avec le cédant. Hein. Donc voilà, il est dans un zonage particulier. Ça aujourd'hui, c'est le contexte que va devoir reprendre la personne qui va arriver derrière, quoi. Donc à ce moment-là, donc il faut que le projet du jeune qui va arriver corresponde aussi donc à cette adaptation à ce territoire-là. Donc là, quelque part, on restera un petit peu, mais le scénario quand même risque d'aller vers là quand même, quoi. Donc du coup, on accompagne bien. Donc et aussi on envoie des candidats aussi qui sont dans cette pour qui savent s'adapter en fait à ce contexte. Donc voilà. Donc vraiment on oriente là-dessus, quoi. Donc mais effectivement, c'est des problématiques qu'on retrouve assez régulièrement quand même. Hein. Donc voilà. Donc comment et aussi on essaie de mettre en avant parce que cette spécificité, elle n'est pas apparue au moment de la transmission. Hein. Donc le cédant a sans doute déjà abordé ce sujet. On peut parler des bassins versants algues vertes, des périmètres de captage, et comment il a réussi justement à s'adapter pour avoir un bon équilibre économique aussi sur son exploitation, parce que bon, c'est ça qui compte aussi. Donc voilà. Donc si le porteur de projet voit que le cédant a déjà mis en place des actions qui marchent, ça va le rassurer aussi, puis il va se dire qu'il va pouvoir réussir. Mais en tous les cas, on est transparent avec le cédant aussi sur le fait que voilà, il est dans un périmètre qui peut des fois voilà, faire que ça peut être perçu comme une contrainte, hein, mais lui, s'il réussit à dire qu'il a réussi à s'adapter et que ça marche, ça devient un atout. C'est vraiment ça l'enjeu, c'est transformer peut-être une vision de contrainte en travaillant avec le cédant pour voir ce qu'il a mis en place et finalement il ne s'en rend pas forcément compte. Et de voir aussi, compte tenu des demandes des porteurs de projets sur lesquels on a cette demande de sens, de transition et d'agroécologie, comment on transforme une contrainte en atout. Alors c'est loin d'être simple, hein, surtout dans la période, puisque c'est vrai qu'on a eu une diminution, notamment en agriculture biologique, compte tenu d'un marché un peu compliqué. Mais ça fait vraiment partie des discussions voilà, qu'on les équipe en fait sur le terrain. On est vraiment dans une approche globale qu'on peut avoir, que ce soit l'installation, la transmission. On regarde vraiment tous les paramètres. Et donc, si voilà, l'indicateur économique, notamment, ce que regardent quand même pas mal les porteurs de projets, il est bon, malgré la réglementation qui peut paraître contraignante, le cédant a su s'adapter et puis transformer ça avec voilà, une bonne rentabilité. Donc, c'est ça qu'on essaie de démontrer quand même. Donc, voilà.
Et c'est complété par un accompagnement au moment de l'installation avec une approche système, une approche globale et sur la résilience des projets notamment, qui permet de compléter finalement ces intégrations de transition au moment de la transmission, à la fois avec le cédant, en essayant de pérenniser ou de développer des solutions agroécologiques, et avec le porteur de projet. Et il nous est arrivé aussi sur ce sujet spécifiquement d'expérimenter aussi dans des territoires qui étaient demandeurs, une approche diagnostic environnement un peu plus poussée. On a expérimenté ça au nord de l'Ille-et-Vilaine, là. Donc voilà, là aussi, en fonction des territoires, des volontés d'agir des élus, on peut aussi adapter des façons de travailler pour répondre à des enjeux spécifiques. Ça a été le cas, là, j'ai en tête au nord de l'Ille-et-Vilaine. On vous propose d'avancer peut-être. Donc là, on a fait un point. Ah, il y a peut-être encore une question dans le chat. Donc, il y a une question sur les services économie agriculture des EPCI de recevoir une notification quand une annonce est déposée au RDI de son territoire pour pouvoir faire le relais sur les réseaux sociaux. C'est une super idée. Ouais. On ne vous cache pas que répertoireinstallation.com est un site qui est géré par Chambre d'agriculture de France et malgré nos demandes insistantes, on a du mal à le faire moderniser. La bonne nouvelle, c'est que c'est parti avec cette nouvelle mandature. Le temps du développement, ça va prendre peut-être une petite année, mais en tout cas, ça fait partie des priorités qu'on a demandé, c'est d'avoir cette possibilité de notification et d'alerte avec des moteurs de recherche pour simplifier effectivement quand il y a une offre qui correspond alors soit à votre territoire, soit pour le porteur de projet à son moteur de recherche, qu'il ait une notification automatique. Donc ça va venir. À court terme, ce qu'on peut faire, c'est d'identifier avec vous et peut-être faire, j'en sais rien, un point tous les 6 mois avec les offres du territoire. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des expériences qui existent, c'est-à-dire des liens entre le conseiller de transmission et le chargé d'animation territoriale qui peut montrer à voir les annonces du territoire. Et c'est vrai que ça peut être relayé, par exemple, dans des feuilles de chou, sur des sites, ou pour donner de la visibilité à ces offres. C'est bien le but. Donc voilà, en tout cas, il y a des possibilités en attendant l'automatique de s'appuyer sur les relations humaines entre le CAT et puis votre service. On est bien d'accord. Puis aussi quand le cédant, c'est vrai, met en ligne son offre sur le RDI, c'est vrai qu'on met pas la commune spécifique, parce qu'autrement ça attirait beaucoup de curieux, ça le mettrait. Enfin voilà, on donne un périmètre, une zone, donc voilà. Mais bon, le périmètre PCI, il est bon en fait, parce que du coup, ça permet de pas détecter juste la commune où il est. Enfin voilà, donc on s'attache une grande attention à ça aussi dans la discrétion vraiment spécifique, mais vraiment c'est plus sur le territoire. Mais effectivement, on aimerait que ça évolue vite aussi, bien entendu. Là aussi, il y a des expériences, des collègues chargés d'animation qui relaient sur le Facebook du territoire, de l'antenne Chambre d'agriculture, qui relaie régulièrement les offres RDI. Donc voilà, vous pouvez aussi les retrouver là pour les collègues qui ont déjà ce réflexe-là de valoriser des fermes à reprendre sur le territoire. Donc c'est vrai que l'intérêt de la page Facebook, c'est justement de pallier à cette difficulté de notre outil un peu vieillissant, c'est-à-dire que dès qu'il y a une nouvelle offre, eh bien, on peut la faire publier sur notre page Facebook, et effectivement, en s'y inscrivant, et comme tu dis, par territoire, comme le relais est fait, on a une alerte un peu automatique par la page Facebook. Donc ça, c'est aussi ce qu'on a essayé de contrecarrer. Et ça nous permet de l'animer un peu mieux avec éventuellement des petites vidéos quand on peut en faire, ou des petits événements qui ont lieu sur le territoire. Ça va dans le sens de ce qu'on dit au cédant aussi. Une fois qu'on a mis l'offre RD, allez-y, communiquez-la, allez-y, ne vous freinez pas. Donc, du coup, si votre relais, il serait bon aussi au niveau des EPCI, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, pour poursuivre, on vous propose une troisième partie, là, avec plutôt un souhait d'approfondissement qu'on a eu au niveau de la Chambre sur une forme de typologie. C'est ça, Christophe, oui, tout à fait, oui. Des cédants et des repreneurs. Donc, on te laisse, Christophe, nous en dire plus. Oui. Donc oui, effectivement, je fais un petit peu un retour là, des forums installation de transmission qu'il y a eu en 2023 sur des remontées des conseillers de notre équipe. Donc c'est vrai que il y avait toujours à se dire que c'est vrai qu'on nous avons une approche, en fait, on considère un cédant
un cédant, tous les cédants se ressemblent, tous les porteurs de projets se ressemblent, hein, on les traite un petit peu de la même façon, et puis au final, c'est vrai qu'ils ne se ressemblent pas tant que ça, en fait, quand même, hein. Donc les cédants et les repreneurs, il y a des strates, hein, des segmentations, bon, et donc on avait décidé, donc, en 2023, lors du forum installation transmission, de faire appel à un intervenant, hein, donc de l'ESA d'Angers, Guilhem Anzalone, hein, qui a travaillé sur les profils sociologiques, hein, des cédants et des repreneurs. Donc, avec notamment voilà, les notions un petit peu d'archipel agricole, hein. Donc, on entend beaucoup ça. On parle de balkanisation. Bon, je préfère archipel, c'est plus sympa quand même, hein, c'est plus positif, hein. C'est-à-dire que il y a plusieurs agricultures aujourd'hui sur le territoire breton, et elles sont assez différentes quand même, mais elles sont complémentaires et elles ont toutes leur place. Voilà, c'est ça qui est vraiment la notion importante, mais que les ponts entre elles sont un peu plus difficiles à faire. Donc, c'est notre rôle aussi d'accompagnement là-dessus, hein. Donc, voilà. Et donc, Guilhem Anzalone, de l'ESA d'Angers, là, donc il a décidé de faire une approche. Alors, son terrain de jeu, c'était la Loire-Atlantique, hein, mais c'est forcément duplicable en Bretagne aussi. Alors, c'est une approche, et vaut ce qu'elle vaut, il peut y en avoir d'autres. Peut-être que les éléments que je vais vous donner, peut-être vous paraissent un petit peu, peut-être élevés ou pas, enfin bref. Mais en tous les cas, cette segmentation, pour moi, elle est maintenant nécessaire. Voilà, pour justement essayer de bien accompagner, parce que avec un accompagnement standard, on voit bien qu'on n'y arrive pas. Il faut faire se rapprocher les gens, en fait, hein. Et donc, et pour cela, il faut bien les comprendre. Et donc, la première segmentation, voilà, il y a une classification qu'avait fait donc, l'ESA d'Angers. Donc, c'était notamment donc, sur le rapport au travail et le rapport au capital. Donc, c'est faire un distinguo entre les personnes. Et donc, oui, donc, charge de travail, rémunération, les investissements qu'on veut faire sur l'exploitation, et puis la valeur de l'exploitation également. Et donc, sur la gauche, donc, il a déterminé 4 typologies. Donc, voilà. Donc, en gros, celui qui est, alors, ce qu'il appelle entrepreneur salarié, donc, lui, il a une charge de travail maîtrisée, il a une rémunération satisfaisante. En gros, il couvre ses besoins, hein, tout simplement, hein, voilà. Au niveau des investissements, il a été très raisonné, hein, donc il ne va pas investir énormément. Et forcément, donc, la valeur de son exploitation va être inférieure à 500 000 euros. Alors, c'est le seuil c'est le seuil qu'il a pris, hein, donc, Guilhem Anzalone, pour là-dessus. Ensuite, on va voir les héritiers. Alors, je ne sais pas si ça vous parle déjà, mais voilà. Donc, lui, charge de travail, c'est non maîtrisé, hein. Donc, lui, on peut le retrouver à 80 heures par semaine, hein, ça ne va pas le déranger. Sa rémunération, elle n'est pas prioritaire, hein. Elle n'est pas prioritaire. Il estime que voilà, c'est son travail, c'est sa passion. Donc, voilà. Il va beaucoup investir, voilà, beaucoup investir, investissement élevé. Et donc, forcément, son exploitation va se retrouver au-dessus des 500 000 euros. Ensuite, on va avoir le chef d'entreprise optimimaliste. Donc, tout comme le chef d'entreprise capitaliste, hein, sur la charge de travail, ils veulent la maîtriser. Ils ne la maîtrisent pas toujours, mais ils veulent la maîtriser. Donc, c'est déjà pas mal. L'intention est là. L'intention est là. Et la rémunération, bah, ils veulent gagner le plus possible. Alors, ils n'arrivent pas souvent à leur fin, mais leur but, c'est ça quand même. Par contre, l'optimimaliste, lui, va avoir des investissements raisonnés. Donc, 1 euro investi, derrière, qu'est-ce que je gagne? Est-ce que je gagne quelque chose? Qu'est-ce que ça me rapporte? Si ça ne me rapporte pas, je ne fais pas. Et donc, son exploitation va être quand même en dessous des 500 000 euros. Et le chef d'entreprise capitaliste, donc lui, forcément, investissement élevé, et son exploitation, lui, va valoir plus de 500 000 euros. Donc, lui, va avoir un raisonnement quand même. Voilà, la rentabilité, certes, mais avoir un capital important, c'est aussi quelque chose d'important. Voilà, donc voilà un petit peu les classifications. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus, bien entendu, hein. Je ne veux pas vous dire qui est bien, qui n'est pas bien. Donc, mais c'est ce qu'on retrouve, en fait, hein, sur le terrain. Et donc, une fois qu'on a déterminé ces 4 profils qui vont correspondre aux cédants et aux entrants, comme vous le voyez sur la diapo qui est sous vos yeux, là, et ben les flux vont être un peu différents quand même, hein. Donc, voilà. Le cédant entrepreneur salarié, donc lui, il va plutôt, l'objectif, ça va être d'avoir une adaptation du projet, quoi. Si le projet du porteur de projet, voilà, est différent, tout ça, pour lui, c'est pas grave en fait, hein. L'héritier, lui, c'est pas la même chose. Lui, il va demander à ce que le porteur de projet pérennise son système et pérennise son exploitation, hein. Donc, il a construit ça. Donc, on est sur un profil, comme c'est marqué là, un profil familial, quoi, hein. Même si c'est pas transmis à la famille, il faut que ça corresponde à comme si c'était un fils ou une fille qui s'installait, quoi, hein. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Le chef d'entreprise optimimaliste, lui,
il va plus être sur la pérennité de l'exploitation. Donc, on a mis des choses en place qui font qu'il y a une bonne rentabilité, et ben, je veux que ça continue comme ça. Peu importe presque la production, c'est pas grave, mais je veux quand même que l'exploitation performe et soit rentable. Et le chef d'entreprise capitaliste, bah, lui, ça veut la continuité de l'exploitation, quoi. Donc, il veut que le capital perpétue, qu'on renouvelle régulièrement le capital, qu'on l'entretienne. Et ça, c'est important pour lui. Donc, et dans les entrants, du coup, donc voilà, les flux, donc l'entrepreneur salarié, donc voilà, celui qui voilà, veut travailler raisonnablement, gagner moyennement, donc bah, lui, il va se retrouver souvent en recherche ben, de même type en fait d'entrepreneurs salariés qui ont fait la même chose, quoi, hein. Donc voilà, on va parler beaucoup de cadre de vie, d'équilibre de vie, et donc lui, le flux, il va plus aller vers là. Les héritiers, du coup, eux, c'est qu'ils veulent, voilà, qui ont une importance d'avoir une exploitation pour avoir un patrimoine familial, notamment. Eux peuvent aller vers les entrepreneurs, des exploitations des entrepreneurs salariés parce qu'il y a un potentiel de développement dessus, puis elle va pas être trop chère, donc ça va les intéresser. Ils peuvent aller aussi, bah, forcément, vers les héritiers. Là, on est dans le cadre de l'installation familiale, hein, voilà. Voilà, donc voilà vers où ils vont aller. Les chefs d'entreprise optimalistes, hein, donc eux, ils peuvent aller un peu partout, hein. Ils peuvent aller chez les héritiers, chez la même strate qu'eux, chez les entrepreneurs salariés. Eux, voilà, veulent un projet qui a un lien avec les attentes sociétales notamment. Donc voilà, donc on va pouvoir, ils vont calculer en fait le rapport de l'investissement par rapport à la rentabilité. Donc il y a juste quand il y a un peu trop de capital, par contre, ça les intéresse pas trop parce que la rentabilité capitale, du coup, ça va pas de pair. Et ensuite, hein, bah, les chefs d'entreprise capitalistes, hein, donc eux, ils vont aller plus vers le même personne qu'eux, en fait, hein, donc chefs d'entreprise capitalistes, hein, donc, où ils vont avoir une continuité d'exploitation avec un capital qui est assez important. Donc pour eux, les enjeux, les valeurs, c'est entreprendre, et c'est aussi la passion, hein, du métier. Donc voilà, ils vont comme juguler entre les deux, hein, donc entre la rentabilité et puis la passion. Donc non. Et donc, il a classifié aussi, donc, au niveau Guillermo Zalone, hein, voilà où on retrouvait un peu les NIMA, hein, les non issus du milieu agricole, les hors cadres. Attends, pardon, juste avant encore. Non, j'avais pas fini, du coup. Les hors cadres familiaux, et puis aussi les installations familiales, hein, qui sont entrepreneurs salariés. Les héritiers, ça va être donc plutôt en familial. Et puis après, donc, quand on est dans l'optimalisme, pardon, bah, ça va être les non issus du milieu agricole et les hors cadres familiaux qui vont se retrouver là parce que bah, on reprend pas une exploitation familiale, on reprend une exploitation pour peut-être faire un patrimoine familial, mais on veut la rentabilité aussi. Et autrement, bah, en capitaliste, hein, donc on va retrouver donc les non issus du milieu agricole, les hors cadres familiaux et puis les familiaux. Donc vous voyez, tous ces flux là font que quand nous devons accompagner une mise en relation entre un cédant et un porteur de projet, eh ben, il y a une approche quand même humaine à faire. Donc voilà, et par exemple, entre celui qui est optimimaliste et celui qui va être capitaliste, hein, on voit bien que le flux n'est pas là. Et donc, si on fait une mise en relation avec ces deux personnes-là, on sait très bien que chacun des deux aura un pas de côté à faire. Et donc ça, c'est le principe de l'accompagnement humain. Voilà, donc on peut parler pendant des heures de technique, de valeur de l'entreprise, mais là, il va falloir que l'un présente bien son projet et que l'autre présente bien son exploitation pour que la transmission elle se fasse et elle se fasse bien. Donc du coup, cette segmentation, voilà, elle est très intéressante, hein. C'est vrai que quand on est sur le terrain, on visualise, hein, tout de suite, hein, ces profils-là, hein. Donc bon, c'est pas exhaustif, hein, il y aurait plusieurs approches qui seraient là. D'ailleurs, est-ce que la barre des 500 000 euros, est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Est-ce qu'elle n'est pas un peu plus? Enfin, ça se discute aussi, quoi, mais vraiment, il y a dans les valeurs qu'on voit en fait, hein, sur ces différents profils, là, ben, c'est tout l'enjeu en fait, hein, de la réussite du renouvellement des générations aussi. Il faut qu'à un moment donné, quand même, la négociation se fasse et que les valeurs se rapprochent. Donc voilà. Et là-dessus, on essaie de s'appuyer là-dessus aussi pour justement avoir des méthodes pédagogiques, hein, pour bien faire comprendre aux cédants quels sont les profils des porteurs de projets aujourd'hui, que peut-être avant, il y a peut-être beaucoup d'héritiers, hein, parce qu'on était plus en famille, mais que maintenant, derrière, on est un peu moins dans ça. Il y a moins de chances de trouver un profil comme ça qui va reprendre l'exploitation.
Donc voilà. Et donc les forums installation transmission, donc nous avons souvent des témoignages d'installation transmission réussie. Et souvent c'est ça en fait. Ils ont chacun fait un pas de côté, puis ils ont réussi, puis ils sont contents. Mais il a fallu un travail, un process assez long quand même pour y arriver quand même. Un process où alors on ne peut pas parler de psychologie, peut-être c'est un peu trop fort, mais le temps pour y arriver est assez long. Donc, et ça, si on n'intègre pas ça dans les accompagnements installation transmission, eh ben, peut-être on va un peu trop vite et peut-être qu'il y a des risques d'échec quand même. Voilà. Et donc, il y a d'autres segmentations possibles également, parce que là, je vous en présentais une sur le rapport au travail, sur le rapport au capital. Il y a aussi voilà, les non issus du milieu agricole et puis les hors-cadres familiaux. Et donc, en plus, il y a ceux qui ont de la culture agricole et ceux qui n'ont pas. Donc, il y a des nouveaux entrants, là, qui n'ont pas la culture agricole. Ceux que je vous ai présentés dans le réseau transmission, les centres comptables, les SAFER, ce que fait la région pour l'agriculture, ce que fait la Chambre, ce que fait les EPCI, ils ne connaissent pas. Ils connaissent pas, ils n'ont pas cette culture-là. Donc, voilà, il faut leur apprendre. Ça peut être aussi un public étranger, notamment, qui n'a pas la culture française. Et aussi, il y a ceux qui ne sont pas issus du territoire non plus, donc voilà, qui arrivent d'autres territoires et qui, justement, ne savent pas par où commencer. Et donc là, notamment, là, vous avez toute votre place aussi sur la mise en avant du territoire, ce qu'on appelle un peu le marketing territorial, peut-être, de mettre en avant les services qu'il y a sur une EPCI, les écoles, les associations, comment s'intégrer, comment on accueille les nouveaux habitants, parce qu'un agriculteur, ça reste voilà, un citoyen comme un autre, bien entendu. Et donc, voilà, il a des besoins aussi, donc besoins de famille, besoins privés, qu'il faut assouvir aussi donc, sur les territoires. Merci Christophe sur cet éclairage d'ordre plutôt sociologique. Et comme tu dis, il peut y avoir d'autres segmentations, mais assez vite, sur le terrain, vous retrouvez un peu cette typologie-là quand même. Ouais. Je vous propose de poursuivre, étant donné qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Je vois l'heure qui tourne. Donc, Marie-Isabelle, si tu veux continuer. Oui. On avait envie de vous parler d'une expérimentation qui a démarré l'année dernière, qui débouche d'un partenariat qu'on a avec la région et la SAFER au niveau des chambres d'agriculture et qu'on a proposé à 12 PCI, 12 territoires bretons. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer la transmissibilité. On vous l'a dit, 1 sur 2, ça ne nous satisfait pas. Il faut travailler sur l'attractivité et la transmissibilité. Et un des axes majeurs, c'est la structure du foncier, notamment en élevage, notamment en lien avec les transitions, c'est-à-dire le lien au sol, grâce à l'aménagement parcellaire. Clairement, une ferme qui est aujourd'hui déstructurée avec des parcelles éloignées, ça pose une question en termes de reprenabilité sur la question des transitions, du temps de travail, de l'énergie, du coût, des charges et de la possibilité de la résilience du système. Donc, pour maintenir effectivement l'élevage et notamment l'élevage bovin, pour faciliter la reprise de ces fermes, puisque c'est des fermes qu'on a au RDI, on a travaillé sur une réflexion avec la région et la SAFER pour améliorer le parcellaire au moment de la transmission. Donc voilà, cette expérimentation, elle a démarré sur 12 territoires bretons. Donc c'est un travail commun entre Chambres, SAFER, région avec une convention qui permet finalement de prioriser, de préempter, que la SAFER puisse préempter sur le foncier. Alors ça existait déjà sur l'eau, mais maintenant on a rajouté un renouvellement des générations, installation prioritaire pour pouvoir effectivement récupérer du foncier et créer des réserves foncières. Et en partenariat, du coup, avec les 12 EPCI qui sont partenaires, à qui on a proposé, certaines ont choisi, d'autres oui, d'autres non. Je vais vous présenter la petite carte de ceux qui ont retenu. S'il y en a autour de la table, on peut aussi avoir leur avis, leur témoignage et leurs questions. En tout cas, voilà, sensibilisation des exploitations aux échanges parcellaires, c'est l'occasion en fin de carrière et comme ça prend quelques années, plutôt dans les 10-5 ans de sensibilisation en amont de la transmission, de parler de ces échanges parcellaires pour avoir un foncier groupé, restructurer l'exploitation, puisque clairement, c'est un gage de transmission réussie. Et puis, on a des accompagnements de ces échanges. Donc, avec la possibilité de mettre en place des réserves foncières par la SAFER s'il y a des opportunités. Donc, c'est vrai que d'avoir une réserve foncière, c'est vraiment un élément facilitant pour réussir les échanges parcellaires. Voilà, les 12 territoires sont sur cette carte, Fougères, Dinan, je ne vais pas toutes les citer, Montfort, vous voyez, il y en a 3 par département. Il y en a qui ont démarré il y a une petite année, d'autres qui démarrent juste. On est sur un projet plutôt sur 3 ans.
Donc voilà, aujourd'hui, on n'a pas de résultat d'expérimentation à proprement parler, mais le but d'une expérimentation, c'est bien de pouvoir les suivre, d'en dégager peut-être un dispositif et de voir ce qu'on pourra en faire à l'avenir. Mais en tout cas, de pouvoir vraiment travailler sur le parcellaire de ces exploitations à reprendre avec les différents enjeux qu'on a cités, hein, mais il y a l'enjeu eau, évidemment, et il y a l'enjeu élevage. Donc, voilà un petit peu la carte de ces 12 territoires avec qui on travaille aujourd'hui. Donc, c'est un travail mixte entre les chargés d'animation territoriaux, les conseillers installation et surtout les conseillers transmission, donc l'équipe de Christophe. Voilà, donc je ne sais pas, peut-être si Christophe, tu veux, ou Manuela, en dire un peu plus sur cette expérimentation. On n'a pas forcément détaillé aujourd'hui, mais donc c'est tout un processus qu'on a mis en place avec notamment une gouvernance qui s'appuie sur de l'animation de cellules foncières où voilà, on travaille sur l'intelligence collective aussi entre les différentes structures, notamment SAFER, Chambre, EPCI, pour pouvoir trouver des solutions. On a travaillé aussi avec nos cartographes pour identifier les zones particulières sur lesquelles, les zones à enjeux particuliers où on veut travailler, notamment sur les parcelles, là où on avait des vieillissements de population importants et où on avait des morcellement importants, puisque parfois, effectivement, vous le savez bien, hein, on a des parcelles à plusieurs kilomètres, donc on a vraiment priorisé le travail, qui est quand même un travail de fourmi sur ces zones à enjeu. Ça fonctionne pas mal, hein. Moi, j'ai écho qu'il y a déjà des réserves foncières en constitution qui permettent effectivement de donner un coup de pouce à ces aménagements parcellaires. Après, je ne sais pas s'il y a des questions ou si Manuela ou Christophe, vous voulez compléter, ou Florian, hein, puisque sur Fougères, il y a aussi une expérimentation en cours. Ça démarre, ouais. Non, juste dire que on a une diversité de territoires là, hein, des territoires plus ruraux, des territoires moins ruraux. Donc, on espère aussi qu'avec cette diversité là de dynamique, effectivement, comme tu le disais, on puisse ressortir entre guillemets, des incontournables pour mieux réussir la transmission. C'est un peu ça l'enjeu. Et puis, on fait le pari qu'en conjuguant une approche auprès des cédants et une approche foncière, hein, en mettant autour de la table ces acteurs-là en même temps, grâce à l'intelligence territoriale, là, effectivement, on réussira à mieux transmettre les fermes des territoires. Donc, en général, on est sur des EPCI qui déterminent 10-12 communes sur lesquelles on fait ce travail de fourni, comme tu disais, Marie-Isabelle. Donc voilà, on n'a pas encore les résultats. Certains sont à plus d'un an là, de lancement de l'expérimentation. Mais bon, il y a un bon investissement, une bonne volonté des élus de collectivités, hein, de suivre plutôt une bonne mobilisation des acteurs locaux quand l'expérimentation démarre. Donc c'est vrai que l'échange parcellaire, on le sait, hein, c'est quelque chose de compliqué, qui a toujours été compliqué. Il y a toujours eu un attachement au foncier fort et puis parfois d'ailleurs peut-être trop fort, voire irraisonné. Là, on se dit qu'on a peut-être une fenêtre de tir, voilà, en y allant à plusieurs, parce qu'il y a aussi les questions climat-carbone quand même qui s'invitent fortement autour de la table avec des années qui ont quand même été compliquées. Il y a eu le coût de l'énergie aussi qui a fait, je pense, réfléchir certains agriculteurs. La question du temps de travail, puisque voilà. Donc, on se dit qu'avec tous ces éléments, en plus de la transmission, on a peut-être une fenêtre de tir qui fait qu'effectivement, des installations aussi de plus en plus hors cadre où effectivement, l'attachement foncier peut devenir plus entrepreneurial et moins familial, entre guillemets, qui peut permettre de faciliter aussi les choses. Donc voilà, on espère en tout cas qu'avec cette expérimentation, on va pouvoir réussir davantage d'échanges parcellaires. On est bien dans ce que je présentais un petit peu avant sur l'approche qualitative, hein. C'est vrai que le critère aujourd'hui, comme de porteur de projet, c'est d'avoir un foncier groupé, hein. Nous, dans la mise en avant de nos offres RDI, quelqu'un qui a un foncier groupé, on met la cartographie de son exploitation. C'est l'argument numéro 1, hein, parce que à partir de là, le porteur de projet, il pourra faire un petit peu ce qu'il veut en fait avec un foncier groupé, hein. Donc, il pourra faire du bio, du conventionnel, de l'intensif, extensif, tout s'offre à lui en fait, hein. Alors qu'un parcellaire dispersé, alors certes, peut-être le cédant va avoir en tête qu'il a acheté un petit bout par-ci par-là qui s'est constitué un patrimoine, mais au final, l'utilité du porteur de projet, elle n'est pas forcément là, quoi. Donc, c'est vrai que dans l'amélioration des axes de transmissibilité d'une exploitation, la structuration foncière, c'est quand même une belle cartouche, quand même, et là, c'est assez puissant, quand même, en termes d'attractivité, hein, de l'exploitation. On est aussi dans un contexte où on a pas mal de cédants et certains avec des difficultés
de trouver un repreneur. Donc, c'est vrai que l'argumentaire un peu marketing commercial, et quand on leur dit qu'effectivement, c'est ce que regarde en premier un porteur de projet, eh bien, s'ils veulent que leur ferme soit attractive, ça les sensibilise aussi. Donc voilà, en tout cas, on peut travailler avec vous là-dessus, qu'on soit en expérimentation ou pas. On a moins de moyens hors expérimentation, mais en tout cas, l'échange parcellaire, c'est un dispositif qui existe et qui peut être mis en œuvre quand même. Donc voilà, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Et récemment, et récemment, un maire m'a même glissé que ça impactait aussi le budget voirie. Donc voilà, c'est pas neutre non plus. Voilà. Et le bien vivre ensemble. C'est ça. Et c'est vrai que les territoires qui ne sont pas partis dans l'expérimentation, ça ne nous empêche pas localement, en bonne intelligence, de réfléchir à des actions spécifiques, transmission, foncier, installation, en dehors de l'expé, il n'y a pas de problème. Hein. C'est un peu l'idée d'ailleurs de la slide que tu présentes là, Marie-Isabelle, quoi. On peut adapter en fonction des besoins. Voilà, on voulait prendre un peu de hauteur par rapport à cette expérimentation et de dire que globalement, voilà, on propose de travailler sur des initiatives, je dirais, un peu clés en main, adaptées à vos problématiques, que ce soit pour développer une stratégie agricole locale, anticiper, encourager les transmissions en faveur de l'installation, accompagner les projets à haute valeur ajoutée avec, par exemple, de la création, des appels à candidature de porteurs de projets sur des zones dont vous avez la maîtrise foncière, notamment sur les zones à fort enjeu eau, par exemple, biodiversité, soutenir l'installation et la création d'entreprises globalement avec l'attractivité territoriale dont on parlait et le marketing territorial, pérenniser les jeunes entreprises agricoles aussi de votre territoire, les connaître, les aider à trouver des débouchés, à favoriser aussi l'intégration de ces nouvelles générations sur votre territoire. Donc voilà, c'est tout un tas de choses qu'on peut faire ensemble. On a un petit support, si ça vous intéresse, qui est en ligne, donc avec le QR code, mais qui est aussi en ligne sur le site collectivité que va vous représenter Manuela. Mais en tout cas, on est ouvert et il y a beaucoup d'initiatives locales qui peuvent exister et qu'on peut partager sur ce qu'on peut faire ensemble pour réussir cet enjeu transmission-reprise en dehors des expérimentations foncières. Donc voilà, il y a tout un tas de dispositifs. Donc ça, c'est un petit schéma qu'avait fait le conseil régional notamment. Donc la DGA qu'on appelle Agri-Install maintenant avec la région, le prêt Brit agricole, les diagnostics agri-transmission 360 degrés, l'aide aux investissements, les MAEC, enfin voilà. Et nous, du coup, on met dans la boucle les points accueil, installation, transmission et le répertoire des parts installations qui sont aussi déclinés sur votre territoire. Donc voilà, on est à disposition pour améliorer ce travail complémentaire et de compléter du coup ces dispositifs existants. Donc je ne sais pas s'il y a des questions, soit sur l'expérimentation, soit sur peut-être des initiatives ou des souhaits de partenariat. On en a fini de notre côté. N'hésitez pas s'il y a des questions, sinon... Donc, la dernière partie du webinaire, là, c'était plus sur où retrouver les informations et puis les prochains rendez-vous. Donc, voilà, sur cette dernière partie, donc vous dire qu'on a notre newsletter là, qui régulièrement vous est transmise. Hein, si ce n'est pas le cas, ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous. On a aussi un site web agriculture et collectivité.bzh là, qui est dédié à vous, les collectivités, avec de plus en plus de témoignages, de mise en avant d'expériences dans les territoires qui peuvent être source d'inspiration. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. Et puis, peut-être Marie-Isabelle, pour poursuivre sur notre organisation. Donc, nous sommes organisés sur les territoires avec les antennes, hein, donc à l'échelle des EPCI. Donc, à chaque fois, il y a un binôme d'un élu référent comme Florian pour le territoire et puis un chargé d'animation territoriale qui est votre interlocuteur. Et ensuite, hein, évidemment, on va chercher les ressources avec les collègues experts. Là, on a fait un zoom sur la transmission, mais c'est le cas sur plein d'autres sujets. On a cette chance-là d'avoir vraiment des compétences diverses et variées. Donc, voilà, on est à votre disposition. Et puis, nos prochains rendez-vous, hein, donc, à la rentrée, vous savez, comme tous les ans, il y a le SPACE qui se déroule à Rennes.
Donc, on invite les collectivités cette année, comme tous les ans, donc là, le jeudi 18, hein, autour d'un sujet qui est élevage et territoire, comment favoriser une collaboration efficace entre les différents acteurs. Donc, voilà, on sera vraiment sur cet enjeu du maintien de l'élevage dans les territoires et la collaboration donc avec l'ensemble des acteurs de la filière, hein, là qu'on a vraiment eu le souhait de mettre aussi dans la boucle là les acteurs transformateurs notamment qui seront aussi présents. Donc comme d'habitude, une partie table ronde, mais aussi des témoignages et des ateliers qui mettent en avant des initiatives dans les territoires. Ça, c'est donc le 18 septembre. Et notre autre rendez-vous de la rentrée, tous les 2 ans, on a notre forum climat. Donc là, c'est du 6 au 18 novembre, hein, notre 8e grand forum Grand Ouest, hein, puisqu'on est avec aussi des collègues des Pays de Loire. Donc devenir climaculteur, agir, ça m'emballe. Voilà, avec des temps forts aussi sous forme de soirée débat. Cette année, ça aura lieu dans le 22. On tourne sur les départements bretons. Et puis des webinaires aussi thématiques. Donc là, un grand temps fort aussi sur ce sujet des enjeux climatiques et énergétiques. Donc voilà, sur les temps forts. Sur ces temps forts, on peut peut-être ajouter du coup la quinzaine de l'installation transmission, Oui. du coup la dernière quinzaine de novembre. Et du coup, on vous a mis les dates et les lieux tout à l'heure dans le webinaire là, qu'on peut vous redonner. On n'a pas encore de support de communication, mais ça va arriver très vite. Donc, c'est la dernière quinzaine de novembre sur voilà, une journée par département. Et puis, à très court terme, si ça vous intéresse et vous êtes les bienvenus, avec Nabil Aguin, qui est notre référente sur l'égalité-parité, on propose un webinaire sur l'installation des femmes et la place des femmes en agriculture. Et ça a lieu lundi 16, donc lundi prochain à 13h30. Et voilà, on mettra le lien aussi dans le chat, puisque c'est pareil, j'ai pas de document de communication, mais en tout cas, on peut vous mettre le lien et vous êtes les bienvenus. Et c'est en ligne sur notre site internet, Chambre d'agriculture. D'accord, n'hésite pas, Marie-Isabelle, ouais, à mettre le lien dans le chat. Voilà, on arrive au terme de notre webinaire. N'hésitez pas, hein, si vous avez une ou deux questions en suspens. Sinon, on va laisser Florian conclure cette présentation. Il n'y a pas de questions, pas de souhait ou de témoignages ou de remarques? Bon, c'est que c'est très, très clair. Ouais, Florian, Florian. juste, Ouais. je ne vais pas rajouter grand-chose hein, parce que je pense que vous avez été quand même assez complet. Et puisque le fait que vous soyez là, tous les contacts vont être mis et s'il y a besoin d'avoir quelque chose ou des retours, il ne faut pas hésiter à vous renvoyer, à revenir vers vous aussi s'il y a des besoins. Et puis après, je pense que même dans chaque territoire, vous avez des élus aussi qui sont là, des élus agri qui connaissent bien vos territoires et qui vous connaissent sûrement. Donc, je pense que vous pouvez vous retourner aussi vers eux. Donc voilà, vous avez les événements aussi à venir prochainement entre le SPACE et les différentes journées, donc les quinzaines. Donc voilà, moi je ne dirai pas plus de choses par rapport à tout ce qui a été apporté. Je pense que c'est du concret pour tout le monde et je pense que les choses sont faites correctement. Et voilà, il ne faut pas hésiter à nous rappeler, soit pour faire des choses, soit pour des informations. On ne serait pas plus long. Voilà. Merci Florian, merci. Merci à tout le monde et puis bonne continuation. Merci aux collègues Marie-Isabelle et Christophe pour leur intervention. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et à disposition. Et puis bonne continuation et puis bon renouvellement des générations sur tous les territoires. N'hésitez pas à revenir vers nous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.